Je vais reprendre sur la Guyane. Mon objectif, c'est d'essayer d'avoir une vision d'ensemble de la Guyane. Or, l'immigration avec la construction de la base spatiale s'est développée à l'extrême. Est arrivé toutes sortes de jeunes un peu partout dans le monde. Je vous ai parlé des Javanais au début, mais est arrivé tout à coup d'autres communautés. Entre autres choses, les Hmongs, c'est des immigrants du Laos qui ont fondé des villages complètement autonomes, peuplés de Hmongs, avec la riziculture, l'élevage du bœuf, etc. Il y a ensuite des gens d'origine guyanaise et d'autres d'origine, qu'on dit surinamienne, voisine, qui sont des communautés issues de la résistance à l'esclavage. Dans le langage antillais, caribéen, on appelle ces communautés-là des marrons. En créole, en Guyane, ils les appellent nègres-marrons. Au Bushinengue, au Suriname, mais le Suriname, c'est la base hollandaise. Noir de la brousse. C'est pas la même chose parce que là, il y a toutes sortes de subtilités. Nègre en bois, en créole, c'est quelqu'un qui vit dans la forêt. Mais là, on parle de communautés entières qui ont été reconstruites par des Africains évadés des plantations et même qui n'ont jamais été esclaves sur la plantation, s'évadant des bateaux qui amenaient les esclaves à Paramaribo. Et qui ont formé des sociétés tellement puissantes à la jungle que le gouvernement central de Suriname n'arrivait pas à les pacifier. Parce qu'ils descendaient toujours chercher des outils, etc., même des femmes, les amener. Ils ont appris à survivre à partir d'une tradition africaine synthétique, mais aussi par des emprunts aux Amérindiens. Et ils sont devenus extrêmement puissants par rapport au système de plantation, à un point tel que la Hollande a été obligée de passer des contrats de pacification avec eux. Si vous donnez une idée, ce sont des gens, donc africains, qui vivent en général en forêt ou le long des fleuves. Mais aujourd'hui, évidemment, ils descendent en ville, ils viennent travailler, et Kourou a fait un appel. Alors, donc, il y en a beaucoup qui sont venus travailler en Guyane, en particulier à Kourou, pour la construction de la base spatiale. Ils se sont installés dans un village qu'on a appelé le village Saramaka, qui était une espèce de bidonville ou de travailleurs de transit, mais il y avait des femmes aussi, des familles, au long des années, qui se sont installées là, avec plus tard rénovation urbaine pour mieux accommoder cette population-là. Il y avait les Amérindiens aussi, de différentes ethnies. Sur la côte, beaucoup étaient d'ethnies de la culture caraïbe, de la langue caraïbe, Kalinia. Est arrivé des Hmongs, des réfugiés du Laos, qui sont venus au moment de la fin de la guerre du Vietnam, qu'on a installés un peu comme les Javanais, mais d'une façon plus industrialisée, dans la jungle au nord. Ils sont installés là, mais aujourd'hui, ils sont très, très prospères. Est arrivé des masses aussi d'immigrants d'Haïti. Ça a commencé tranquillement par quelques milliers, mais assez rapidement, la Guyane est devenue un pôle d'attraction, comme la Martinique et la Guadeloupe, mais la Guyane encore plus, pôle d'attraction pour l'immigration clandestine haïtienne. Est arrivé des Brésiliens, des Péruviens, des gens de la Guyana, enfin, toutes sortes de groupes qui ont formé des entités un peu segmentées. Alors, vu du point de vue nigérien, ce que je devais faire, c'est faire de la comparaison des constructions identitaires, des discours identitaires dans toutes ces communautés-là. La première que j'ai commencé à faire, c'est avec les Indiens Kalinia. En fait, j'avais rencontré un groupe de jeunes hommes qui revendiquaient un changement de statut social complet et qui étaient très au fait des revendications amérindiennes au Canada, aux États-Unis, etc. Et qui ont inauguré par un débat, j'ai des rushs de films là, incroyables, de discours très fervents, mais très, très efficaces, de Félix Tchouka, qui est un grand anthropologue intellectuel Kalinia, qui a publié des livres et qui a beaucoup été sur toutes les tribunes. Félix, c'est un homme exceptionnel, avec Paul Henry, qui est un homme d'action. Et Paul Henry m'avait demandé, il voulait se présenter
pour un poste électif au niveau du conseil régional ou général. Excusez, j'ai oublié là. Et donc, il était intéressant à avoir une idée de la perception que les créoles avaient des Indiens, parce qu'ils voulaient se présenter pour une population non exclusivement amérindienne, mais mixte. Comment faire cette étude-là? Rapidement. Alors, ping, j'ai sorti Pierre Maranda et cherché avec une amie qui était enseignante dans un lycée l'image de l'Amérindien. On a sorti assez rapidement et publié dans l'étude créole une version de cette première analyse du contenu des images. Quelle était l'utilité que Paul-Henri a fait avec ça, je ne sais pas trop. En tout cas, il m'avait demandé et je lui ai fourni. Et j'ai découvert, évidemment, que c'est controversé l'image d'un groupe par un autre. C'est pas toute la même chose. Il y a des gens qui sont en admiration, puis il y a des gens qui sont en mépris. Il y en a qui considèrent les Indiens comme des moins que rien, des sous-développés. Il y en a qui les considèrent comme des exemples, mais des exemples mythiques, hein, de comment on s'adapte à la nature, tout le discours naturaliste, etc. La réalité n'est pas présente dans ça. On est dans les représentations et les mythologies. Alors, je me suis dit, comment faire pour faire les autres aussi, assez rapidement? Je peux faire de l'ethnographie. Alors, je suis allé chez les Hmong, dans le village. Au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que c'était pratiquement impossible de faire une ethnographie pour moi. Il y en a d'autres qui l'ont fait plus tard. Mais de la façon que je travaillais, je ne pouvais pas passer des 3-4 mois chez les Hmong pour avoir la base des discours. C'est des gens qui travaillent tellement. Alors, on va parler avec toi à la fin de la journée. Le monsieur est devant toi parce qu'il a travaillé 8 heures, 10 heures dans la rizière à faire des travaux incroyables. Écoute, je ne veux pas embêter les gens avec des questions d'anthropologie, avec des gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur front comme ça. Alors, j'ai pensé à autre chose. J'avais monté une collection de tous les documents écrits sur l'arrivée des Hmong en Guyane. Invasion indo-chinoise, substitution de population, génocide carabiné. Tous les politiciens guyanais se soulevaient contre l'arrivée des Hmong parce qu'on envoyait arriver des milliers qui allaient prendre possession de toute la Guyane. Parce que dans le fond, peut-être que le projet initial des Français, des missionnaires français à Coquinec avec le préfet ou je ne sais pas quoi, pensait faire un développement accéléré de la Guyane en faisant venir des gens qui allaient transformer la forêt en jardin. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en riz, en bananes, en légumes. Pratiquement pendant un certain temps, pratiquement toute la ville de Cayenne vivait des légumes que les Hmong plantaient. Alors, non seulement très travaillants, mais très habiles. Alors, les Guyanais, qui sont en général, le noyau guyanais a réussi à se tailler une place dans la fonction publique. Postiers, administrateurs de toutes sortes, gestion, ils sont le groupe principal, donc ils ont monopolisé commerce et gestion publique. Beaucoup sont fonctionnaires, donc ils ont un peu d'argent. Mais en même temps, beaucoup sont inquiets de l'arrivée massive de 60 000 personnes qui vont être noyées par quoi? Il y en a des dizaines de milliers de Hmong dans les camps de réfugiés en Thaïlande. On en fait venir 300, c'est le début de quelque chose d'autre. Alors là, j'avais une collection incroyable de représentations des Hmong, de réponses des Français, etc. Et là, j'ai eu un étudiant qui a fait une thèse de maîtrise avec ça, sur la représentation des Hmong, et de façon excellente, là, qui me donnait un peu un matériau pour voir c'était quoi la représentation des Hmong par les créoles en particulier et par les métropolitains. Ça me fait triade. D'autres communautés ont pu être étudiées par de l'ethnographie. Il y a des étudiants qui sont installés, par exemple au village Saramaka, Nicolas Charret, qui a fait un travail extraordinaire. Regardez, les Saramaka africains jouent du tambour comme loisir et comme folklore et ils valorisent énormément leur tradition de tambour. Lui, il arrive là, il est flûtiste. Les anthropologues, petite parenthèse, ça c'était mon jeu en première année, je vois tous des nouveaux. Okay? Quelle que soit la tête et la silhouette ou quoi que ce soit qu'ils ont, il y a quelque chose derrière. La quantité de talents fantastiques
qu'il y a en anthropologie, qui ne sont pas l'anthropologie, des gens qui écrivent, des gens qui font de l'art, des gens qui font de la musique, des gens qui dansent, des gens qui ont voyagé, des gens qui ont des expériences. C'est une richesse incroyable. Alors, mon fameux étudiant, qui lui, musicien, a réussi à se faire adopter un peu par eux, puis par une anthropologue française qui est engagée par la base spatiale pour travailler sur le problème du bidonville. Alors là, avec ça, on est arrivé à quelque chose. Et ensuite, les Haïtiens. Alors là, c'est Amina et moi qui avons pris ça. J'avais une bonne subvention. J'ai engagé un étudiant, un doctorant en anthropologie à Montréal, qui est venu faire une partie de l'ethnographie des Haïtiens pour sa thèse. Et puis aussi un de ses amis à lui, qui était un Haïtien de Montréal, qui très, très féru de tout ce qui était les problématiques de l'immigration haïtienne. Et Amina et moi, c'est mon épouse, on s'est mis sur le dossier des femmes haïtiennes. Et là, on a réussi à ramasser pas mal de données intéressantes sur l'histoire de vie des femmes immigrantes en Guyane. Un texte que je n'ai pas publié, mais que j'ai beaucoup diffusé en Guyane ailleurs, qui s'appelle « Chercher la vie, trouver la mort ». On pourra en parler un peu plus tard de cette expérience haïtienne-là. Mais dans ce texte-là, j'ai découvert quelque chose qui était assez particulier aux Haïtiens de Guyane. Ce qu'eux appelaient à l'époque le djalis. Mot créole inconnu par la plupart des gens. Quelques collègues ici à Laval, haïtiens, avaient entendu parler de djal, que ce serait une transformation créole du mot girl. Puis c'est un peu romantique, la fille dans les relations. Mais en Guyane, le djalisme, quand les hommes parlaient de ça et les femmes parlaient de djalisme, c'est une situation bien particulière. C'est une immigration qui était à dominante masculine. Quelques-unes des femmes qui s'étaient rendues là, au début, s'étaient associées dans des maisons similaires à des familles créoles haïtiennes d'Haïti. Et recevaient des hommes. Mais recevaient de l'argent pour leur faire à manger, leur faire du linge, et devaient aussi, pour certains, libre choix, avoir des relations personnelles avec certains de ces hommes-là. Un petit djal, c'est un homme qui a une amie comme ça, qui peut être sa maîtresse ou pas, mais des femmes donc qui collectionnent des réseautages avec des hommes pour obtenir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école et puis subvenir à leurs propres besoins, sans que ce soit vu comme de la prostitution. C'est pas de la prostitution et c'est pas vu comme de la prostitution. C'est comme une institution de crise. C'est comme des hommes en prison. Ils ne sont pas homosexuels, mais ils ont des relations. Et eux, l'exemple est mauvais là, parce que ça n'a pas rapport, mais c'est pour donner une idée du recul qu'il faut prendre pour comprendre comment ils se sont organisés avec cette institution de djalisme-là, à l'époque. Ça a dû disparaître aujourd'hui parce que le niveau économique a monté. Alors, c'est ça qu'on avait découvert avec ça. Ça ne nous donne pas grand-chose sur les représentations interethniques, sauf que, en parallèle à ça, on a eu beaucoup de matériaux sur les représentations des Haïtiens par les autres groupes et les représentations que les Haïtiens se font des autres groupes. Alors, il y a plein de matériaux là-dessus. L'image des Haïtiens, l'image des Mongs. Et tout ça m'a amené, moi, à penser qu'il fallait peut-être que je fasse un terrain plus traditionnel, parce que là, j'ai mis des étudiants sur ces recherches-là, qui ont fait des thèses où ils ont mis en évidence, aller des méthodes de triade, aller dans les lycées, rencontrer des gens, puis leur faire des tests d'association narrative. Racontez-moi une histoire entre un créole, un haïtien, puis un français. Là, ils inventent des histoires extraordinaires avec un matériau qu'on n'en a pas exploité la moitié, évidemment, mais qu'eux ont exploité pour leur thèse et qui ont eu un certain impact en Guyane parce que c'était la première fois qu'on avait un condensé, grâce à Pierre Maranda, là, je trouve, moi, qu'on avait un condensé des images collectives qui n'étaient pas simplistes. Parce que dans le fond, quand un Amérindien regarde un Français, il y a une image intermédiaire qui s'intercale dans son cerveau, c'est le créole. Parce qu'entre lui et le français métropolitain qu'on dit en Guyane, il y a le monde créole. Et quand le créole voit l'Amérindien, entre l'Amérindien et lui, non seulement il y a un Français, mais il y a aussi un immigrant quelque part. Des minorités qui viennent gruger son statut.
Ce qui fait que toutes les opérations de représentation de soi et de l'autre ne sont pas binaires. Ils sont transactionnels et de multilatérales. C'était ça la part du plateau, finalement. On se voit soi-même à travers l'ensemble des autres. Et tous les discours font que, par exemple, les gens sont classés selon des axes. Il y a un axe tradition-modernité. Évidemment, la modernité en Guyane, c'est la postmodernité. C'est la base spatiale. Les satellites, les fusées, là. On n'est pas dans la modernité banale, là. Il ne s'agit pas d'avoir une voiture, un téléphone électronique. C'est d'avoir les grands instruments de conquête de l'espace. C'est vraiment la surmodernité qui vient jouer un rôle. Mais c'est quoi l'opposé de la surmodernité? C'est l'ancrage dans les racines locales. Alors, j'étais allé une fois dans un bureau des grands administrateurs de la base spatiale. Sur son bureau, il y a à gauche un silex, trouvé par un de mes amis, d'ailleurs, financé par le CNES, un silex des premières présences amérindiennes à gauche, puis à droite, une reproduction de la fusée Ariane 4 ou Ariane 5, je ne me souviens plus à l'époque. Okay? Et quand il faisait de la publicité, on voit des enfants qui sautent vers le ciel avec la fusée qui part, sur fond d'enfer vert, la jungle. On sort de la boue de la terre. Alors, toutes les représentations sont construites entre le local et le global, et les ethnies prennent une place dans ça, variée, selon qui est qui, et quel moment, quelle époque. Et les créoles, quand ils tentent de se définir, ils doivent se définir non plus par rapport aux Français seulement, ou par rapport aux Amérindiens, dont ils ne sont pas beaucoup préoccupés jusqu'à temps que les Amérindiens se mettent à faire des revendications politiques soutenues et efficaces, donc gruger des espaces de pouvoir aux créoles. Alors là, à ce moment-là, ils sont obligés de se définir par rapport au monde, par rapport aux Saramacas. Alors, imaginez, les Africains, il y a des jeunes créoles qui nous disaient « On est fiers de nos ancêtres, les Saramacas. » Non. Il y en a qui croyaient que les Saramacas, qui étaient les évadés des bateaux d'esclaves, c'est leurs ancêtres. C'est pas ça. Mais moi, j'ai étudié d'autres aspects de cette dynamique-là, sans les publier, mais qui m'ont servi beaucoup pour faire l'ethnographie, parce que dans la conversation, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de secrets qu'on ne peut pas aborder directement, mais il faut les connaître si on veut être capable de comprendre les subtilités et surtout se faire admettre. Entre autres choses, c'est tout le jeu de la sorcellerie, de la magie et de la guérison à travers ces groupes ethniques-là. Parce qu'un Indien qui est malade peut aller voir le chaman. Peut aussi penser qu'un guérisseur haïtien va être plus puissant selon ce qu'il pense qu'il a ou ce qu'on lui a dit qu'il y avait. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait un guérisseur brésilien peut-être, ou il y a un nouveau monsieur là, qui s'est installé dans l'ouest de l'île, là, c'est un autre Doukoun javanais qui arrive du Suriname, qui lui est très bon parce que je l'ai sur film. Là. Il y a un film qui a été fait qui s'appelle Bouillon d'Awara, qui est un magnifique film sur la Guyane, dans lequel je n'ai pas été impliqué. Il y a une sociologue qui est impliquée, mais qui est magnifique. Et le monsieur est interrogé, guérisseur. Amina et moi, on va chez le médecin à Saint-Laurent. Ben, elle est obligée d'admettre que beaucoup de gens qui viennent la voir en deuxième lieu après avoir été voir des chamans. Et maintenant, le traitement médical est devenu une cafétéria. Et être chaman, c'est devenu très spécialisé. Alors, comment on soigne la sorcellerie? Tu sais, t'arrives, il y a un chantier qui s'appelle les Galibis, les Indiens Kalignans, on va ouvrir un centre pour touristes. Il y a un conflit et ils découvrent un cochon. Ça existe, là, des cochons qui sont la moitié du corps arrière blanc, la moitié du corps en avant noir. Ça existe, ça. C'est rare, mais ils sont divisés en deux par la couleur. Alors, tu découvres, près de la clôture où tu passes avec la voiture, la route, le cochon noir-blanc coupé en deux, mis par terre. Il n'y a personne qui va rentrer là, pour aller travailler. C'est qui a fait ça? Qui est le sorcier qui a fait ça? Alors là, il faut que tu trouves la puissance qui va être capable de combattre cette société-là. Les Haïtiens se sont taillés une très bonne place dans ce marché-là, mais chaque ethnie a ses propres, plus il y a l'interculturel de tout ça,
des puissances célestes, des puissances néfastes, etc., comment les contrer. Et en plus, tu as la part des missionnaires étrangers, les évangélistes brésiliens, les évangélistes indiens, les évangélistes, etc., qui viennent. Comme chez les Kalinia, chez qui j'étais, j'ai eu un accident. Je me suis fait tirer dessus. Je pourrais le raconter tout à l'heure. Et je me souviens que l'un des groupes qui était venu me visiter à l'hôpital quand je me suis réveillé après l'opération, j'avais reçu une balle dans la poitrine, on était opéré. C'était un groupe d'adventistes ou d'évangélistes, je me mélange toujours les deux, mais je pense que c'était peut-être des adventistes. Bon, je pense que c'est des adventistes qui sont venus me voir à l'hôpital. J'avais été les voir dans leur communauté. Ils ont ouvert une communauté nouvelle à l'extérieur de Saint-Laurent-du-Maroni. Ils ont quitté leur village de bord de mer parce qu'il y avait un interdit sur la consommation d'un poisson, un magnifique poisson qui s'appelle le mâchoiron jaune, qui est un immense poisson que si on l'attrape, on en attrape beaucoup, on peut nourrir beaucoup de monde avec. Puis c'est un poisson de fond qui est interdit de manger dans cette version-là du catholicisme, qui est la règle selon laquelle un poisson, ça vit entre deux autres, les autres, c'est des dégénérescences. Et donc, ils leur ont coupé leur alimentation, ils ont interdit la boisson, parce qu'évidemment, tous les rituels sont alimentés par une bière locale, bière maison, etc. Ils ont déménagé à l'extérieur. Ce qui fait que tu as des pouvoirs comme ça qui se sont institués pour combattre le malheur. Les missionnaires viennent et disent, nous, on peut combattre le malheur pour vous, suivez nos recommandations. Il y a quelqu'un qui avait fait une étude chez les Inuits, parler comment ils se sont convertis en laissant tomber tous les interdits que les missionnaires ont dit, Jésus va vous enlever tout ça. Le même phénomène se passe là-bas pour ce qui est des conversions.